Bonjour, je suis Romain de France Autotech. Bonjour, je suis Didier de France Autotech. Bienvenue à tous dans ce cinquième épisode des Autotech Calls. On est ravis de vous accueillir et d'accueillir aujourd'hui Alex de Stampit. C'est une équipe qui vient de Vendée. Tout ne se passe pas à Paris. Ils ont connu une croissance extrêmement rapide. Je crois qu'autour de moi, à chaque fois que je croisais un distributeur, ou quasiment à chaque fois, on me parlait de Stampit, tellement ils ont réussi à accrocher un nombre important de concessionnaires de distributeurs automobiles avec leur technologie, leur tech d'imagerie. Ils ont réussi à cranter commercialement également de façon très forte. C'est un des membres historiques de France Autotech. Il me semble que nous avons notamment partagé l'un à côté de l'autre un stand au Mondial 2018, au Mondial de la mobilité, et on a passé 15 jours vraiment très convivial. Je l'ai un peu dévoilé, mais Didier, est-ce que tu peux nous préciser, Oui, donner plus de détails sur le métier de Stampit? avec plaisir. Alors, Stampit est une start-up vendéenne, comme tu viens de le dire, spécialisée dans la digitalisation de la vente automobile. Toutes les technologies de Stampit sont basées sur l'image, avec des outils vidéo, photo et de format immersif qui permettent à l'acheteur d'une voiture de la voir à distance avant de l'acheter. Alors, il se trouve que Stampit est aujourd'hui au cœur de l'actualité, car elle vient de se faire acheter il y a quelques jours par un autre acteur du digital, l'espagnol Imaway. On en parlera évidemment avec Alex au cours de ce podcast. Bon, bah, très bien. Effectivement, une actualité brûlante, une illustration de ce que la tech peut apporter dans la distribution automobile et dans l'automobile en règle générale. Ravi d'accueillir Alex. Écoute, je te propose que Alex monte sur scène, même s'il est en coulisses. Là, il n'est pas très loin. Bienvenue, Alex. Bonjour messieurs, salut Romain, bonjour Didier et merci pour l'invitation. Écoute, c'est un plaisir en fait, on trouve ça tout à fait normal et extrêmement légitime et c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir parce que vous êtes une des startups phares de France Autotech dont on parle souvent à nos partenaires ou quand on présente l'association. Et là, le fait que vous ayez une actualité brûlante comme ça confirme et vient un peu ponctuer tous les efforts que vous avez faits et que enfin, tous les efforts faits par votre équipe également, puisque vous êtes maintenant une trentaine, je crois. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous. De façon très concrète, quel est le problème que Stampit résout et un peu quelle est la genèse de votre boîte? Alors le problème que résout Stampit, c'est tout simplement d'industrialiser tous les process qui peuvent être solutionnés par notre technologie d'imagerie. On pense à de l'aide dans l'industrialisation de prise de vue, photo, vidéo, 360 degrés, et également dans l'industrialisation de process d'inspection, également tout nouvellement chez nous, chez Stampit, avec un axe très fort de modèle SaaS, donc Software as a Service, donc une plateforme vraiment complète qui est dédiée à la digitalisation donc des acteurs de l'automobile, et tout ça autour de notre technologie d'imagerie. Alors, Stampit est né en 2014-2015. Est-ce qu'au départ, vous étiez positionné sur le marché automobile? Pas du tout. Donc, pour répondre à vos questions sur la genèse, donc on a créé l'entreprise en 2014, fin 2014, très exactement. C'est la rencontre entre nous quatre associés de départ historique de Stampit. Un cinquième s'est ajouté, Antoine, quelques mois après pour structurer la partie technique. Et en fait, le métier de base, enfin l'idée de base d'ailleurs, c'était de rajouter automatiquement un logo sur une photo ou sur une vidéo. Tout simplement, c'était vraiment le produit minimum viable de Stampit, et plutôt dédié à l'événementiel. Et puis finalement, on s'est aperçu que le métier de l'événementiel, et encore moins d'ailleurs avec le contexte actuel, même si j'ai une grande pensée pour eux, parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans ce milieu culturel, voilà, ne payait pas et ne permettait pas de créer des emplois autant qu'on le souhaitait avec nos ambitions. Et donc, on a eu la chance en 2015 d'être lauréat du Réseau Entreprendre, qui est un fabuleux réseau. Et donc, lauréat Réseau Entreprendre Vendée. Donc, c'est encore plus fabuleux. Et ça nous a permis vraiment de nous apprendre à diriger une entreprise et vraiment à poser des bases sur le fait de créer des emplois. Et donc, tout simplement,
c'est depuis ce moment-là où on a dessiner 2 colonnes, une colonne à gauche, quels sont tes potentiels sur l'événementiel, une colonne à droite, quels sont tes potentiels sur l'automobile, et on a tout de suite pivoté sur le milieu de l'automobile, donc 2 ans après, et grâce à notamment aussi Catherine, qui est notre associée de départ, qui a déjà d'autres sociétés dans le secteur plutôt spécialisé dans l'enseigne, et qui avait déjà des clés d'entrée chez des partenaires dédiés, ce qui nous a permis à l'époque de présenter chez Audi France. Je les remercie à ce titre parce que ça a été les premiers à nous faire confiance pour notre première solution qui à l'époque ne permettait pas clairement de faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais en tout cas ça a été une première brique à tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Écoute, c'est effectivement important, ce petit clin d'œil à Audi. En fait, je pense que c'est important de faire un peu un petit clin d'œil à ceux qui nous aident à démarrer. Parce que quand on crée une boîte, effectivement, au départ, les premiers qui nous aident ont une valeur beaucoup plus forte que ceux qui arrivent après. Donc, j'encourage tous ceux qui ont des porteurs de projets autour d'eux de les aider, de les supporter. Une simple mise en relation peut vraiment accélérer et changer beaucoup de choses. Alors, tu évoquais, Alex, le fait que là, en coulisses, on parlait du démarrage et que vous aviez, vous avez un peu pivoté, mais surtout avant de lancer l'auto, vous avez réussi finalement à sonder le besoin, ce qu'on appelle maintenant la douleur, avant de commencer à développer des choses. Et je crois que c'est fondamental pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est vraiment le point de départ, c'est de sonder, de collecter les besoins et de dire, voilà, si on répond à ce besoin, est-ce que vous êtes prêt à payer? Et si c'est le cas, alors il faut le faire. Mais ne pas le faire avant, parce que si vous le faites avant, vous avez 90% de chances de tomber pas vraiment pile poil de ce que les clients veulent. Et je crois que c'est cette méthode-là que vous avez appliquée et que vous avez appliquée brillamment finalement. Alors brillamment, je sais pas, mais c'est vrai que c'est ce qui nous anime depuis le premier jour chez Stampit au quotidien, c'est de partir d'une problématique pour apporter une solution. Et c'est ce qui motive toutes les équipes chez nous. Et donc le premier besoin, je me rappelle très bien avec Rodolphe à l'époque de chez Audi, du service VO, avait une vraie problématique qui était d'uniformiser la qualité des photos sur tout le réseau national Audi Occasion, Audi Occasion Plus à l'époque. Et peu importe si le véhicule était dans une concession dans le nord, dans l'ouest ou dans le sud, il fallait qu'on ait cette unité graphique et une puissance de marque Audi qui puisse s'en ressortir. Et donc c'est comme ça qu'on a répondu à notre premier cahier des charges, si je puis dire, et qu'on a co-construit ce premier produit avec eux, qu'on a testé auprès de distributeurs ensuite, auprès de d'autres constructeurs par la suite. Et ça c'est très très important puisque ça nous permet d'être le plus rapide possible sur le marché avec un produit qui répond à une vraie problématique. Et peu importe si elle répond à 10% ou à 100% de ta problématique client, déjà tu arrives quand même avec une pré-solution, et ça c'est bien le plus important, avec une vraie valeur business et donc au service de leurs indicateurs de pilotage. Et ça c'est important pour que derrière ils aient aussi les moyens de mesure, que quand ils investissent dans une solution, ça puisse leur apporter des retours sur investissement, des ventes, du gain de temps, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a effectivement construit depuis le premier jour Stampit. Alex, quelle est ta vision du marché de la vente automobile aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tendances fortes? Est-ce qu'il y a des modifications importantes? Oui, bien entendu. Alors, c'est un marché qui, encore plus dans le contexte actuel, demande à se digitaliser au quotidien et dans tous les sens du terme. Je crois pas, par contre, à une seconde au modèle et à la fin, du moins à la fin des concessions. Je pense qu'il y a un vrai modèle hybride qui va s'en sortir avec de la prévente en ligne, avec toujours un appui humain qui est dédié à cela. D'ailleurs, le format vidéo permet très bien de le faire pour apporter un vrai conseil technique auprès des consommateurs automobiles. Et peu importe que tu achètes n'importe quelle marque, ou même si tu achètes un accessoire lié à une automobile ou à un véhicule, tu auras toujours besoin d'un contact humain dans cet environnement digital. Donc nous, on croit beaucoup à cela. D'ailleurs, ça fait partie de notre devise chez Stampit, puisqu'on dit que sans
l'humain, la technologie n'est rien chez nous. Et que on parie beaucoup à ce dernier kilomètre humain qui permet vraiment d'apporter un sens au business full web qu'on peut voir dans certains modèles, qui peut très bien aussi fonctionner dans le modèle automobile. Mais non, demain, les vendeurs automobiles ne seront pas morts de sitôt. À l'inverse, ils vont avoir un nouveau rôle qui va être très important, qui va être le vendeur 2.0 ou vendeur même 3.0 après-demain, avec un vrai sens à ce nouveau métier. Et ça fait partie de notre mission au quotidien de les accompagner dans cette mutation comportementale et même sociologique, puisqu'il y a un vrai changement profond à apporter au-delà de la technologie, du simple outil que tu vas leur mettre entre les mains, quoi. Oui, en tout cas, ils vont à minima devoir évoluer fortement. Et la vente automobile, la distribution auto va devoir évoluer fortement. Et Stampit est un des acteurs, justement. Et tu parles d'impact sociologique. Effectivement, il y a un choc culturel. Il y a un mindset à adopter. Il y a un peu deux mondes qui se croisent et qui peuvent s'entraider. Et je crois qu'effectivement, il y a cet impérieux besoin d'évoluer. Alors là, donc ce qu'on disait en introduction, cette acquisition, ce rachat à ImaWeb, qui est un acteur donc c'est un DMS en fait. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est pas anodin que ce soit finalement un DMS qui vous rachète. Est-ce que tu peux redire ce que c'est qu'un DMS à nos auditeurs? Et puis et le fait que ce soit un DMS qui vous rachète, c'est pas anodin effectivement. Alors c'est effectivement le choix, la raison principale du choix qu'on a fait de continuer l'aventure Stampit avec ImaWeb, puisque ImaWeb, donc historiquement, c'est le rapprochement entre trois sociétés, donc Data First, Icar et la société espagnole ImaWeb. Donc avec un métier de base qui est historique, qui est le DMS, le Dealer Management System, autrement dit l'ERP d'une concession ou d'un distributeur. Et en fait, cet outil-là, qui est indéboulonnable d'une concession, permet de faire la facturation, le stock, la compta, etc. C'est un logiciel qui est assez vieillissant et qui demande à être refondu et avec une couche d'innovation dans l'expérience utilisateur, dans le modèle d'accès, l'APIisation de tous les services, l'interopérabilité avec d'autres services externes. Et c'est vraiment ce qui nous a plu dans la proposition de valeur d'ImaWeb, avec une vraie vision d'innovation et de justement arriver à muter nous-mêmes dans nos propres activités ces métiers-là. Et dans l'histoire, moi je trouve intéressant que les DMS se sont également construits avec les garages automobiles à l'époque. Et il y a un vrai sens à l'histoire et c'est ce qu'on souhaite apporter. Donc Stampit auprès d'ImaWeb pour apporter déjà un add-ons avec notre technologie photo auprès de toute la chaîne de la valeur de la customer journée, donc d'un concessionnaire ou d'un acheteur automobile. Donc nous avec notre technologie d'imagerie et puis ensuite avec tout un tas d'autres produits qu'on va pouvoir mettre à disposition de nos clients communs, donc ce qui va permettre d'avoir un seul et même outil qui va éviter de la double saisie, permettre de faire gagner du temps au quotidien et donc d'apporter encore plus de valeur. D'accord. Alors pour être clair, Stampit reste une entreprise. Vous êtes une filiale de ce groupe d'origine espagnole, mais vous continuez à développer vos outils, à développer votre clientèle. J'ai une petite question au patron d'une start-up. Quand on vend sa start-up, finalement, c'est une bonne nouvelle ou c'est un petit peu contraint? Alors c'est un mélange d'opportunités et de nécessités. L'opportunité, alors il y en a beaucoup qui vont penser que c'est une opportunité financière et ça l'est pour en partie, mais c'est pas ce qu'on retient en tant qu'entrepreneur. C'est surtout une opportunité de croissance et de croissance rapide. Nous, le choix principal, c'était pour accélérer très très fortement sur l'international et de scaler, décliner notre modèle dans d'autres pays, notamment en Europe.
Donc ça c'était l'opportunité. Concernant la nécessité, il faut qu'on soit extrêmement clair et transparent entre nous. C'est que le contexte que l'on connaît tous est passé par là, avec l'année 2020 qu'on a tous connue. Il y a forcément eu un ralentissement de notre croissance, soyons clairs. Ce serait vous mentir de dire qu'on a explosé les compteurs, même s'il y a eu de la croissance, mais pas autant qu'on le souhaitait. Et que donc, naturellement, il y avait même dans le sens de l'histoire, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, tous les jours, on peut avoir des doutes. Et donc, naturellement, certaines zones de flou dans le contexte actuel sur la suite de l'aventure, notamment dans nous, l'ambition qu'on en avait, puisqu'on a toujours eu cette ambition d'élargir notre zone de compétences, non pas que à l'imagerie, mais également à d'autres services complémentaires du digital automobile. Et là, on a eu cette vraie opportunité de construire la suite de l'histoire avec ce géant Imaweb qui va nous permettre de nous développer beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait par nos propres moyens. Ouais, c'est effectivement un mix de plein de choses, mais je rappelle que ceux qui créent des boîtes comme ça sont un peu comme des inventeurs. Et rien que de voir l'invention et leur bébé un peu se développer, rien que ça, enfin, moi personnellement, j'ai vendu ma boîte à une banque et le simple fait de pouvoir voir cette invention se populariser grâce à ces réseaux et ces synergies-là, c'était un vecteur de motivation extrêmement important. Alex, je voudrais aussi qu'on parle de tes associés, un peu de cette aventure-là. Je voudrais comprendre ce que vous avez fait avant. Et dans l'équipe, on a Steve que j'ai croisé plusieurs fois, Julien, mais également Catherine. Quels sont ces profils-là? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et de quelle façon est-ce que ton background, est-ce que ce que vous avez fait avant vous a influencé dans l'aventure Stampede? Ouais, alors déjà, ce qui est important de souligner, c'est que parmi les 5 associés fondateurs de Stampede, on a tous une âme d'entrepreneur, soit de par nos relations, de par nos familles, notre entourage. Et c'est ce qui nous permet d'en être là aujourd'hui. Donc, c'est ce qui nous a rapprochés, cette valeur de l'entrepreneuriat, ces valeurs de la famille également. Ce qui est extrêmement important pour nous au quotidien. Donc, on entreprend également pour partager auprès de nos familles. C'est une vraie expérience commune et partagée. Donc moi, pour ma part, je suis issu donc d'une école de commerce. J'ai fait une école de commerce. J'ai poursuivi comment dire, j'ai commencé, pardon, j'ai pas poursuivi. J'ai commencé mon activité donc plutôt dans le marketing à l'époque, donc marketing alimentaire. Je suis ensuite passé par le digital, et donc en fait on a eu une première co-aventure presque entrepreneuriale avec déjà Catherine et Steve à l'époque, puisque en 2009 Catherine, en fait, tout ça, c'est grâce à elle, hein, si on en est là aujourd'hui d'ailleurs, et je la remercie parce que je lui dis, mais peut-être pas assez souvent, et voilà, donc j'en profite pour la remercier puisque donc en 2009, on a la chance de rencontrer Catherine, qui est déjà une amie de Steve. Steve étant mon meilleur ami. Je vous ferai un schéma hein, pour expliquer si c'est un organigramme. Un miro. Ouais, c'est ça. Et en gros, Catherine, en 2009, a l'idée de créer une agence digitale, donc de communication digitale. Et puis, elle se dit, je vais pas la lancer toute seule. Alors, je vais entreprendre toute seule. Par contre, il me faut des ressources pour le faire. Et donc, elle décide de nous recruter tous les deux, Steve et moi. Donc, on participe, Steve et moi, au lancement de son agence. Mais c'est elle qui a pris les risques au départ. Ça, c'est important de le souligner, puisque c'est elle qui nous a donné ce goût de l'entrepreneuriat, entre autres. Et voilà. Donc ensuite, Julien nous a rejoint. Julien qui s'occupe de la partie produit et équipe technique aujourd'hui chez nous. Donc on a eu cette chance de travailler déjà 3-4 années ensemble, d'apprendre à bien se connaître dans le milieu professionnel, puisque t'as beau des fois te connaître sur le milieu perso, c'est pas du tout pareil quand tu bosses au quotidien avec les mêmes personnes. Et on a vu que ça a matché, et donc en 2014, donc on lance Stampede, qui est un spin-off donc de l'agence. Julien est le premier à partir donc de l'agence pour lancer le produit en mode POC.
Je suis le second à partir pour le commercialiser, ce produit-là. Steve nous rejoint et ensuite on a Antoine qui nous rejoint, qui devient également associé et qui là, lui, nous a permis de structurer tout l'environnement back-office de back-end de Stampit. On parle pas beaucoup d'Antoine, là aussi je le remercie puisque c'est l'homme de l'ombre, mais qui, grâce à lui, c'est grâce à lui notamment et aussi à ses équipes qu'on peut retraiter des millions et des millions d'images tous les jours et toutes les semaines chez nous et qui permet d'absorber voilà, tout un tas de data au quotidien. On parle d'Antoine Esnault et de Julien Pillot. Pillot, tout à fait. Voilà, donc c'est parti de ça et je me rappelle à l'époque justement quand on est au comité d'engagement du réseau Entreprendre pour devenir lauréat, donc on pitch notre projet et là il nous voit arriver à 5. Alors c'est la première fois qu'il voyait des porteurs de projet arriver à 5 associés et tout de suite, je me rappelle, on a eu tout de suite des remarques en disant ouais, on a des doutes hein, sur le fait que l'association marche bien à 5, etc. Il vaut mieux qu'il y ait un leader qui se dégage, etc. Et donc voilà, ça nous a permis aussi de nous retrancher et puis de bien voir toutes les complémentarités de chacun. Et puis pour que moi ensuite je prenne le lead sur la gestion de l'entreprise et qu'on puisse développer l'activité le plus rapidement possible. Voilà. Donc, c'est vraiment une histoire de copains qui viennent du digital et qui débarquent dans l'automobile. Et 5 ans ou 4-5 ans plus tard, c'est déjà une belle boîte avec 35 salariés, 1800 clients. Alex, toi qui, du coup, dirige l'entreprise au quotidien, quelles sont finalement les recettes que tu donnerais à d'autres entrepreneurs forts de ton expérience ? Ce qui est pour moi le plus important, c'est justement, tu viens d'en parler, c'est de savoir bien s'entourer. T'as beau avoir une idée de départ, si derrière tu n'as pas les bonnes compétences et les bonnes personnes autour de toi qui peuvent te permettre de le déployer, de le développer tout seul, c'est très compliqué. Donc c'est de savoir, le premier conseil et très humble conseil que je pourrais donner, c'est de savoir s'entourer. On a toujours su, nous également, se remettre en question et donc en tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner, de souvent aller consolider certaines idées, d'aller tester, d'aller pitcher certaines idées, certains projets auprès de différentes personnes, d'entendre certains conseils d'un côté que tu peux garder, mais d'autres conseils que tu mets un peu de côté parce que tu juges finalement malgré la foi que tu as, que justement c'est peut-être pas forcément les idées à retenir. Donc voilà, donc ça j'en viens au deuxième conseil, c'est de toujours garder foi en son projet, en son rêve également, puisque même si on retient beaucoup même presque que du positif dans ces aventures, faut pas oublier qu'on passe par des moments compliqués, des moments de doute, des moments de remise en question perpétuelle. Ils sont même plus nombreux les moments de doute et de complexité finalement. Les montagnes russes, t'es beaucoup plus souvent en bas qu'en haut de la côte. Ouais, exactement. Et nous on fait souvent avec Steve d'ailleurs, on fait souvent parce qu'on est des sportifs, on fait souvent la comparaison avec le milieu sportif ou des athlètes et c'est exactement la même chose. Tu peux très bien faire un match un samedi soir, marquer 3 buts et puis la semaine d'après être complètement à côté de ton match. Donc, ça te permet de te remettre en question, de te poser des questions aussi sur la manière dont il faut que tu t'améliores au quotidien, que tu continues à travailler et pour essayer d'avoir toujours cette régularité. Alors nous, c'est différent parce qu'il faut qu'on ait, au-delà de la régularité, de la croissance. Donc, toujours viser plus haut, viser plus loin. Et j'en profite aussi pour rebondir sur ce que je disais avant, sur le fait de savoir bien s'entourer. Il y a les associés, mais il y a surtout l'équipe. Parce qu'on le dit pas assez, mais voilà, c'est 5 associés de départ. C'est avant d'en arriver avec ImaWeb, c'est 2 actionnaires qui ont su nous faire confiance, qui ont su nous accompagner, qui ont pu nous permettre de nous transcender aussi au quotidien. Donc je les remercie à ce titre. C'est aussi les premiers collaborateurs qui nous ont rejoints, qui sont toujours là d'ailleurs aujourd'hui. Et puis, souvent recrutés d'ailleurs.
souvent un rôle clé, les premiers collaborateurs. Dans la Silicon Valley, les premiers collaborateurs, souvent, sont millionnaires parce que ils jouent un rôle clé. Ouais, c'est important et derrière, c'est les éléments. En tout cas, moi, dans tous les premiers recrutements qu'on ait pu faire chez Stampede, c'était mon idée de départ, c'était que ces personnes-là deviennent des piliers de demain. Et donc là, encore plus avec l'actualité, on va avoir la chance de pouvoir s'éclater au quotidien avec des opportunités qui sont encore plus européanisées et plus globales. Donc ça, c'est génial. Donc moi, je remercie vraiment l'équipe, puisque même quand toi, tu peux avoir des doutes en tant que porteur de projet ou signataire, eh bien, en fait, c'est des fois eux qui te repoussent vers l'avant, qui te retranchent vers certains de tes choix et tu dis ah ouais, mais en fait, mais quelle chance on a. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, pour être honnête, pour rien cacher, d'avoir des fois la larme à l'œil en les écoutant, juste travailler sur un atelier en disant mais ouais, en fait, toi, ça fait 6 mois que tu essaies de te poser cette question-là, puis en fait, juste en les écoutant et avec toute cette volonté qu'ils ont, cette implication qu'ils ont, ben en fait tout ça aussi c'est grâce à eux. Donc voilà, je remercie tous les stampeurs. Je leur fais une grosse bise parce que c'est aussi grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. C'est une histoire de fratrie, en fait. C'est effectivement, quand tu dis savoir s'entourer, on fait rien tout seul. Et c'est un travail d'équipe. Et la difficulté, on la traverse à plusieurs. Et c'est vrai que ce sont des aventures humaines. Et moi, je conseille à ceux qui nous écoutent, en tout cas, ce que je leur dis, c'est que il n'y a rien de plus dur que d'entreprendre, mais il n'y a rien de plus épanouissant. À la fois de façon fraternelle, mais à la fois on a à la fois sur soi. C'est-à-dire que les combats les plus durs sont ceux qu'on mène contre soi-même. Quand on entreprend, on se fait violence en permanence, mais on progresse. On pète nos verrous, on pète notre zone de confort, on va dans les zones de danger, on va dans les zones d'inconfort et on se transforme et on apprend et c'est le plus épanouissant. Donc oui, c'est dur, mais quand ça fonctionne comme ça fonctionne chez Stampede et quand on crée ces valeurs-là, c'est des valeurs qu'on garde pour la vie et des amis qu'on garde pour la vie. Donc voilà, j'encourage tout le monde à entreprendre. D'un point de vue plus pratico-pratique, est-ce que tu as des outils à conseiller à nos auditeurs que tu utilises, que tu as découvert et qui peuvent leur permettre de gagner du temps, par exemple? Oui, alors moi j'ai tendance à m'organiser avec des task boards. Donc on est sous la suite Google Suite pour tout ce qui est messagerie, agenda, etc. Et on a un outil qui est connecté, qui est Google Task Board, du coup, qui peut être relié à tes emails, que j'ai d'ailleurs partagé dernièrement, là, il y a quelques mois auprès des équipes pour voilà, donner quelques conseils d'organisation au quotidien, parce que c'est un peu notre danger hein, dans l'innovation aussi, c'est que on peut très très vite se disperser. Quand tu es dans une posture d'écoute, autant en interne qu'en externe auprès de ton marché, en fait, c'est fait d'opportunités et bien souvent, on a été obligé de faire des choix voilà, très importants pour éviter de se disperser, pour aller faire la même chose qu'on le fait sur le milieu automobile. Mais dans l'immobilier, par exemple, ça aurait pu être un choix stratégique. On a décidé de pas y aller pour être vraiment spécialisé dans l'automobile, par exemple. Donc tout ça pour dire que, je referme la parenthèse, c'est important de vider son cerveau. Moi, c'est ce que je fais tous les soirs avant de me coucher. Dans cette fameuse taskboard, ce qui te permet tous les soirs ou tous les matins, ce qui te permet en fait, de vider ta bande passante cerveau pour te concentrer sur le lendemain de manière anticipée, à ce que ton cerveau soit déjà full branché pour être dans la meilleure posture de réflexion, d'analyse, d'anticipation et de développement. Et juste en structurant tes idées, tes missions, tes points, etc. Moi, c'est ce que je fais tous les matins en me levant à 6 heures et ça permet vraiment d'avoir l'esprit clair au quotidien et donc d'être dans une posture d'écoute auprès des équipes pour là aussi les accompagner. Bon, formidable, Alex. Merci beaucoup de ces conseils. Juste avant de clore ce podcast, finalement, aujourd'hui, Stampede, vous cherchez quoi? Est-ce que vous êtes pas à la recherche d'investisseurs, ça on a compris. Est-ce que vous cherchez de nouveaux salariés? Est-ce que vous cherchez des clients? Quelle est votre demande aujourd'hui? Alors oui, c'est les deux, c'est ce que tu viens de dire. Donc on recherche des profils techniques très spécialisés, donc sur la place nantaise, mais avec également la possibilité de faire du télétravail.
Donc je pense notamment à des développeurs back. Même la place nantaise qui est bien reconnue sur justement sur un bon vivier tech, c'est devenu assez compliqué de recruter, malgré tous les avantages qu'on propose, télétravail et certains autres avantages. Donc voilà. Et ce que je recherche aussi avant tout, c'est de nouveaux clients. Ça c'est important. C'est aussi grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Et donc voilà, et notamment des clients à l'international. Donc pour accélérer très fortement. Donc naturellement, ImaWeb va nous permettre d'accélérer très fortement sur cet axe-là. Mais pour nous, c'est important de continuer cette aventure avec toujours ce même focus business qu'on a eu dès le premier jour chez Stampit. Donc pour la suite. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Alex pour tous ces échanges. Moi, je suis à titre personnel vraiment ravi de voir éclore et de voir cette aventure se matérialiser par une exit et par une accélération avec cette acquisition. J'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder la liste des membres de France Autotech. France Autotech, c'est 75 membres. On a démarré il y a 4 ans avec des startups qui étaient toutes petites. Stampit était tout petit, mais c'est pas parce qu'on est petit aujourd'hui qu'on va le rester. Et donc j'invite tout le monde à regarder la liste de nos membres et à regarder leur métier, parce que il y a de grandes chances que vous soyez tous surpris de la capacité de ces entrepreneurs à grandir et à faire évoluer l'automobile, à faire évoluer la tech. Donc Stampit en est vraiment l'illustration parfaite. Donc, merci pour ça en tout cas, et merci et encore bravo à toi et à toutes tes équipes pour tout ce que vous avez fait. Et merci à nos auditeurs qui nous suivent là de plus en plus régulièrement. C'est un plaisir et on est ravis de vous recevoir chaque semaine et on se reparle la semaine prochaine. Merci Romain, merci Didier, à bientôt. Bye. Au revoir à tous, à la prochaine fois.